Bonjour à tous. Merci d'avoir invité la métropole pour ce géoséminaire où on est présent régulièrement. Je remercie M. Aparicio, je remercie les organisateurs, car effectivement, sur la métropole de Montpellier, c'est quelque chose de très important d'intervenir. Alors, et merci de nous recevoir dans cet espace qui est magnifique. Je suis venue à pied parce qu'il y a des problèmes de tramway. Donc ça m'a permis de nouveau de retraverser cette passerelle avec plaisir, un peu ventée aujourd'hui, mais ma foi, ça fait du bien, ça aère et ça permet de respirer. Alors, effectivement, le soutien de la métropole est important, et au géoséminaire et au Master SILAT depuis de nombreuses années, et nous continuons dans cet esprit, parce que c'est comme cela que l'on fonctionne, soutenir des projets innovants, ça fait partie des projets innovants. Alors, des fois, un projet innovant, il dure. On dit que ce n'est plus un projet innovant. Je ne suis pas du tout d'accord. Un projet innovant est innovant à la naissance. Et quand il continue, ce qui continue à être innovant. C'est comme quand je dis qu'on parle de mon âge, je dis mais je suis jeune depuis plus longtemps que vous. Voilà, c'est le même principe. Donc, on a une sensibilité particulière, évidemment, à la métropole, depuis tellement d'années, et tout particulièrement à l'impact des services sur le développement économique de notre territoire, qui, vous le savez, est très important depuis 4-5 ans, qui va en augmentant et qu'on essaye de gérer le mieux possible, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que les géoservices à la métropole? Tout d'abord, là, il faudrait tourner le slide. En fait, je vais en parler de ça. Voilà. Et donc, mais avant qu'il parle, parce qu'il veut parler, mais avant qu'il parle, je voulais vous dire que des personnes comme M. Aparicio dans un service administratif, pour l'élu que je suis, c'est vital. Parce qu'il maîtrise son sujet à fond, il est investi et passionné. Et ça, dans la fonction publique, quand ça existe, ça donne des résultats extraordinaires. Donc je lui laisse la parole. Oui. Alors je vais relaisser la parole à Mme Chantal Marion pour la partie de la ville intelligence qu'elle connaît très très bien. Là où elle est modeste aussi, c'est qu'elle a parlé du développement économique, mais dans ses multiples casquettes, elle connaît aussi bien l'aménagement du territoire, parce qu'elle est élue sur ce sujet, et l'impact des géoservices sur l'aménagement du territoire, c'est un sujet sur lequel elle s'investit aussi beaucoup. Et moi, en tant que responsable d'un service SIG, c'est souvent des applications que l'on met en œuvre pour les besoins en termes d'aménagement du territoire. Alors tout d'abord, quand le Master SILAT nous a proposé d'intervenir, moi j'étais pas très très chaud. Déjà le terme chose qui me paraissait d'être d'un autre monde pour nous. Mais je vais essayer de faire l'exercice. Donc, un service SIG, lui, qu'est-ce qu'il connaît? Il ne connaît pas les géoservices, il connaît les besoins de ses utilisateurs. Ses utilisateurs lui expriment un besoin et on essaie d'y répondre. Donc, on rend un service, pas forcément un géoservice. Cependant, à l'occasion de la réponse à ces besoins internes, on y répond sous forme plutôt d'un applicatif. Donc, c'est vrai que quelque part, je faisais des géoservices sans le savoir. Et grâce à l'intervention de Michel, j'ai pu savoir que je faisais des géoservices. Bon, je joue le naïf, mais en gros, cet aspect-là, c'est qu'on met en place des applications. Alors, des applications qui sont généralistes. On ne sait pas trop à quels besoins ça répond, mais ça répond à des besoins et les gens s'approprient l'outil. C'est le cas des licences QGIS, ARGIS. Les gens utilisent de la donnée et finalement, on ne mesure pas trop l'impact que ça a. Par contre, quand ils ont un besoin bien particulier, on les écoute et on développe une application dédiée à ce besoin. Après, on connaissait les géoservices par d'autres moyens, sous forme de services de téléchargement. Donc, c'est le cas on en reparlera à l'occasion de la ville intelligente, c'est le cas des services de téléchargement de données. C'est le cas de l'open data. Bon, on l'a mis en œuvre bien avant la loi, mais ça répond à un certain nombre de besoins. Et puis, la directive Inspire, pour nous, c'était le moyen de découvrir cette notion de géoservice, de visualisation, de catalogage et de téléchargement. Et là, à cette occasion, on s'est plutôt reposé et on a collaboré sur des plateformes régionales d'infrastructures de données spatiales. Et là, on en a parlé tout à l'heure avec la thèse précédente qui a été montrée. C'est cette mutualisation, elle a un impact économique. Mettre de la donnée
à disposition de tous, ça a un impact économique. Et puis, les géoservices, on les connaissait en interne. Dès qu'on a un partenaire et qu'on a des images assez lourdes, on met en place des flux de données plutôt que de surcharger les serveurs d'imagerie sur ce sujet. Et enfin, l'impact sur les citoyens, ben là, la même chose. Plutôt que de faire un site généraliste, on a un besoin et on met en place un web service. Là, c'est un citoyen à telle adresse, veut savoir s'il y a des chantiers sur la voirie, il clique et il a cette réponse. La même chose pour les déchets, un citoyen habite à telle adresse, il a le planning automatiquement de la collecte de ses déchets. Alors quand on s'attaque au sujet d'aujourd'hui, c'est les mesures des impacts. Tout d'abord, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Vous avez vu tout à l'heure que c'est l'objet de thèse. Si c'est l'objet de thèse, c'est que finalement, on est encore dans une phase d'expérimentation et de recherche sur ce sujet. Et donc, nous, collectivités, c'est vrai qu'on peut témoigner d'un manque de méthodologie sur ce sujet. D'abord, on n'a pas le temps. Souvent, on est dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on écoute le besoin, on met en œuvre la réponse. Si l'utilisateur râle pas, c'est que ça va. S'il râle, c'est que ça ne va pas, et on réajuste. Mais finalement, mesurer l'impact et finalement faire presque une étude, une thèse sur chacun des sujets et des applications qu'on met en œuvre, on n'a pas trop le temps. Mais par contre, on sent bien que c'est un sujet d'avenir. C'est-à-dire que ça va dans le sens de l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire, je mets en œuvre, j'investis sur un outil. Est-ce que vraiment l'argent que le citoyen finalement a mis, est-ce qu'il rend un réel service? Alors, que fait-on dans les faits? Dans les faits, on est plutôt dans la compréhension du besoin. Et ça, j'insiste, parce que plus vous comprendrez le besoin à l'amont de l'utilisateur, moins vous avez une vision technocratique d'imposer un outil, plus vous allez quand même essayer de répondre à ce besoin, et donc avoir un impact positif. Donc, après, une fois qu'on a bien compris le besoin, et on a essayé de le quantifier, c'est-à-dire combien de temps avez-vous besoin, combien de temps vous prendrez cette décision a quel impact, etc. Donc on essaie de se former à une sorte de questionnaire chaque fois qu'on rencontre un utilisateur. Et après, on trouve et on met en œuvre la solution. Mais après, le suivi, l'impact, il faut dire qu'il est assez faible. C'est-à-dire qu'on a un suivi quantitatif, ça c'est sûr, on sait combien de gens cliquent dans l'outil web, etc. Mais finalement, quel est l'usage final? On ne le mesure pas très bien. On a un suivi plutôt qualitatif, c'est-à-dire qu'on a un dire d'acteur, c'est-à-dire que bon, votre application elle est super, on a des compliments, ou alors elle ne me sert à rien, etc. Et chaque fois, on essaie d'écouter. Donc ce n'est pas un impact qui est mesuré systématiquement, c'est plutôt de l'écoute. Alors, c'est un sujet complexe. Et pour réaliser sa complexité, je pense qu'il faudrait remonter en effet la chaîne de valeur, comme vous l'avez fait précédemment. D'abord, il faut s'imaginer que le géoservice n'est qu'un sous-ensemble d'un service plus vaste et d'impact plus vaste. C'est-à-dire que souvent, ça va dans la conduite du changement. C'est-à-dire que le service va se réorganiser, il va essayer d'améliorer l'accueil ou la réponse au téléphone des citoyens sur la collecte des déchets, etc. Donc le géoservice lui-même, il est englobé dans une conduite de changement bien plus globale et il faudrait mesurer chacun des aspects. Après, bien sûr, c'est un sous-ensemble d'un système bien complexe. Et en plus, c'est extrêmement difficile de tracer l'impact. Je prends l'exemple de l'open data. L'open data, l'objectif de l'open data, c'est de mettre de la donnée à disposition librement. Et à aucun moment, on peut savoir qu'une donnée est populaire. La donnée la plus téléchargée, par exemple, c'est le PLU de la commune de Montpellier, dans l'open data. Mais par contre, qui le télécharge et qu'est-ce qu'il en fait, on n'a aucun moyen de le savoir. Et c'est même pas l'objet l'objet, justement, c'est de ne pas le savoir, puisque c'est librement ouvert et librement à disposition. Donc là, pas de traçabilité, on ne peut pas mesurer l'impact. Et la répercussion est très très vaste. Je vous mettais une application qui met en œuvre des solutions sur le développement durable, la préservation de trames vertes et bleues, etc., etc. Peut-être que finalement, à la fin, vous allez sauver ou vous allez préserver la biodiversité, ou vous mettez en œuvre une application de gestion des risques, peut-être que ça va sauver une vie. Est-ce que vous allez monétariser ce phénomène? Combien ça vaut une vie? Combien ça vaut la biodiversité? C'est un exercice que nous, on ne sait pas faire. Et donc sur ce sujet, en interne, en résumé, on a besoin d'aide. Donc je vais laisser... Par contre, sur la ville intelligente, puisque c'est des sujets un peu plus récents,
on s'est posé un peu la question à chaque fois de l'impact économique de la ville intelligente. Et je laisse la parole à Madame Marion. Merci beaucoup, Monsieur Aparicio. Alors, effectivement, la ville intelligente. Alors, la ville intelligente, disons que la métropole de Montpellier a été précurseur dans ce domaine. Ça va faire 7 ans déjà. Pendant 3 ans, la métropole, donc vous, a investi 4 millions d'euros uniquement en recherche et développement. C'est-à-dire en travaillant avec tout l'écosystème, aussi bien les universitaires, les chercheurs. Entre autres, on travaillait sur le tramway, donc la TAM. Également, au niveau des risques, on travaillait évidemment avec tous les sites de météo. Donc, 4 millions d'euros investis uniquement en recherche et développement. Et ce partenariat est important parce que l'écosystème qui est présent sur la métropole de Montpellier, que ce soit au niveau des universités de la recherche, des entreprises, des start-up et des grands groupes, et également les opérateurs d'État, si on ne travaille pas ensemble, on n'obtient pas des résultats. Et cette cité intelligente a amorcé, si vous voulez, le principe qui a été appliqué sur la Montpellier-French Tech, qui a été appliqué sur Montpellier Capital Santé, c'est-à-dire faire travailler tout l'écosystème et les citoyens. Donc, faire de la concertation. C'est comme cela qu'on a construit le SCOT et c'est comme cela qu'on va continuer à construire le PLU et le PLUI dont justement M. Aparicio parlait, qui est une des applications les plus recherchées, les plus, en tout cas, lues sur la plateforme. Donc, les objectifs de la cité intelligente, c'est évidemment, en premier lieu, pour une élue et pour M. Sorel, entre autres, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Ça, c'est important parce que hier encore, nous avions une réunion publique sur une concertation sur le parc des Cévennes, donc démarrage de la concertation. Vous pensez bien qu'on ne parle pas que du projet. Les citoyens présents comme vous posent la question du trottoir, de la propreté, etc. La concertation est importante pour savoir comment les citoyens veulent vivre. Ensuite, c'est d'améliorer évidemment la maîtrise des services publics urbains. Ça, c'est très important parce que le service public urbain, la médiathèque, combien de fois elle est visitée, comment l'école fonctionne, comment la TAM, comment les tramways. Vous voyez, les tramways, là, eh bien, en ce moment, il y a des manifestations donc, qui ne circulent pas. Mais c'est très important de savoir comment je pars, quand est-ce que je pars, etc. C'est de faciliter également et d'accélérer la dynamique d'innovation. Je vais vous expliquer un petit peu plus comment, parce que effectivement, ça a un impact sur l'économie, sur l'innovation. On réfléchit comment justement la cité intelligente doit-elle fonctionner, avec quels moyens et vers quel objectif, et d'assurer un développement économique durable. Alors, la métropole joue ainsi un triple rôle, c'est-à-dire on anime les projets, on écoute les projets et ensuite, que ce soit des acteurs publics ou privés, et on est garant de l'intérêt général. En tant qu'élu, on est garant de l'intérêt général des citoyens ici présents et des règles mises en place, surtout avec des données open data, vous le savez, qui est un sujet chaud. Toutes les personnes ici présentes connaissent, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est un sujet chaud quand même sur comment gérer ces données open data. Et donc, en plus, la ville et la métropole de Montpellier est ce que j'appelle un laboratoire vivant. C'est-à-dire que c'est un facilitateur d'expérimentation. Tout de suite, de façon à ce que le citoyen s'approprie et comprenne pourquoi on recherchait ces données open data, tous les capteurs au niveau de la recherche et du développement ont été placés en partenariat avec l'école de mines d'Alès d'ailleurs, sur les tramways, sur la Mosson pour voir quand est-ce que l'eau monte ou descend, etc., de façon à collecter les données open data. Donc, facilitateur d'expérimentation. Et cette cité intelligente, elle a 3 dimensions, vous l'avez compris, qui sont très importantes. Une dimension tout d'abord économique, effectivement, puisque à travers la mise à disposition de données urbaines. C'est-à-dire que ces données open data, on a travaillé en partenariat au début avec IBM, et puis on s'est dit, ces données open data, il faut quand même, on les a, on va dire, pris sur les citoyens de la ville de Montpellier, sur le TAM, sur les vélos, etc. Il faut qu'on les maîtrise. Il ne faut pas que ce soit divulgué n'importe comment. Donc rapidement, on a stocké ces données open data. La métropole les a donc gardées et on les délivre d'une manière anonymisée, évidemment, dans des appels à idées aux entreprises ou start-up. Et c'est là où on voit à quelles données open data ils s'intéressent. Ce qui leur permet de créer des applications, ce qui permet donc de rebooster l'économie. Tout ceci en partenariat, vous imaginez, avec tout le dynamisme de la French Tech quand a débuté justement ces sujets, ce qui nous a permis justement d'être vraiment innovants sur le domaine de la cité intelligente. Donc, dimension économique très importante,
avec application et des startups qui créent des applications des données urbaines en temps réel et prédictives au niveau évidemment du réchauffement climatique et de tous les événements saisonniers, entre autres, que vous connaissez bien. Ensuite, une dimension citoyenne. Pour un élu et puis même pour les administratifs qui travaillent à la métropole, il est important d'avoir cette dimension citoyenne qui fait qu'on développe de nouveaux usages, comme l'a expliqué M. Aparicio tout à l'heure, aux citoyens, parce qu'on les implique. Vous savez, à l'époque, j'étais enseignant-chercheur, et la meilleure manière d'intéresser les étudiants, c'est de les rendre acteurs de l'enseignement. C'est-à-dire, il y avait un amphi comme ça, je disais, dans 15 jours, c'est vous et vous qui faites le cours sur... Et c'est eux qui venaient faire le cours à ma place. Donc, les rendre acteurs de l'enseignement, c'est aller chercher l'information, se l'approprier, et ça, il n'oubliez jamais en plus. À partir du moment où vous travaillez sur quelque chose, vous ne l'oubliez jamais. Et le citoyen, pareil, il faut qu'il soit acteur de ces données-là, qu'on lui prend et qu'on lui restitue sous forme d'application. Et ensuite, évidemment, ce qui est très important en ce moment, vous le savez, c'est la dimension environnementale, l'adaptation au changement climatique. Là, on est très vigilant. Là, ce matin, j'étais au Salon de l'immobilier, on a fait l'ouverture, une table ronde, on en a parlé. Ça fait partie au niveau du SCOT révisé 2006, vous le savez. On a voté et on a signé une convention avec la Chambre d'agriculture, 2 tiers réservés justement à tout ce qui est agricole et 1 tiers uniquement à l'urbanisation. On est la seule métropole à avoir fait ça. Et ça, c'est très, très important parce que c'est la mise en œuvre d'une véritable transition. Hein. C'est la transition énergétique dont on tient compte en ce moment. Et c'est la gestion, évidemment, économe des ressources naturelles. Alors, ces services de téléchargement, eh bien, c'est la plateforme Open Data qui a été ouverte déjà en juillet 2012. Ça passe trop vite. Et la particularité de cette plateforme est d'être mutualisée avec les communes. Parce que la métropole de Montpellier, ce n'est pas que Montpellier. Hein. C'est toutes les communes. Et ça, c'est quelque chose, une notion à laquelle on tient énormément. Donc, à l'heure actuelle, il y a plus de 1000 données ouvertes. C'est énorme. Et vous les voyez, les thématiques sont citées. Il y a 13 thématiques principales qui touchent justement tout ce qui est métropolitain. Hein, équipement, transport, le sport, l'économie, le tourisme, patrimoine, citoyenneté, environnement, urbanisme, culture, finance et administration. Ces données géoréférencées qui sont les plus populaires. Monsieur Aparicio vous disait, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme, la disponibilité des parkings, ça aussi c'est important, avec le principe qu'une start-up a créé grâce à ça des parkings mutualisés, c'est-à-dire des parkings qui sont pleins de la journée, qui sont vides le soir. En fait, on les mutualise avec les habitants, de façon à ce qu'un parking, eh bien, il soit plein tout le temps. Hein. Et ensuite, ce projet de normalisation des jeux de données ouvertes, mais aussi à inclure la plateforme Open Data dans l'infrastructure de la cité intelligente, afin de pouvoir en permanence l'enrichir de données en temps réel. Ceci est important et les entreprises le savent, les startups le savent, et nous sommes en permanence en train de créer des applications nouvelles et être en avance, puisque dernièrement, sur le plus grand congrès de cité intelligente à Barcelone, il y a simplement 4 villes qui ont eu droit à un stand, dont Montpellier en fait partie. Et ensuite, il y a une information spatiale importante. Vous savez, moi, on travaille très bien avec Toulouse, il n'y a pas de souci. Toulouse, ils ont Airbus. Nous, on n'a pas Airbus. Mais on a justement cette donnée, des données spatiales qui est très importante. Et une convention a été signée avec InSpace et le CNES dernièrement, avec des startups qui sont incubées au BIC, disposées sur un territoire d'images en haute résolution. Et avec en plus une mise à jour permanente et à haute fréquence, au moins tous les 3 mois, et une détection automatique des évolutions importantes, ça donne une vision 3D très importante. Et utile, j'ai la délégation à l'économie, mais également la délégation à l'urbanisme. Donc, si vous voulez, l'ampleur de la délégation est énorme, mais ça marche exactement là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit de développer un démonstrateur sur différents thèmes, c'est-à-dire la densité urbaine, l'artificialisation des sols, je vous le disais, le SCOT 2000, préserver les trames bleues et vertes. On a sauvé 480 hectares avec le nouveau SCOT révisé, qui théoriquement devait disparaître, on les a réservés hein, pour tout ce qui est agroéconomie. Ça permet le suivi des chantiers, on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose pour nous de très lourd, parce que les chantiers se créent, on ne peut pas y être en permanence dessus, mais ça nous permet de voir comment ils évoluent. Ensuite, un problème particulier, vous le connaissez, vous êtes montpelliérain, c'est les aires de livraison. Le centre-ville est complètement bouché, donc avoir des aires de livraison et savoir les gérer.
c'est connaître les limites des espaces naturels et des espaces agricoles. Donc c'est extraordinaire de voir rapidement, en un clic, rapidement, quels espaces sont libres, lesquels je préserve, où ils se situent, est-ce qu'ils sont en zone inondable, est-ce qu'ils ne sont pas en zone inondable. Et c'est la reconquête agricole, évidemment, et la diversification de l'activité agricole. Donc ce concept d'application pour nous, aussi bien au niveau de l'économie qu'au niveau de l'urbanisme, du PLU, du SCOT, qui a été voté, mais du futur PLU, du PLUI, c'est-à-dire intercommunal, sous forme de géoservices, c'est vraiment à privilégier. Et pour nous, c'est un outil incontournable. Je voudrais citer bien des startups telles que LK Spatialis qui ont travaillé là-dessus, qui ont démarré avec cette idée innovante et avec qui on continue à travailler. Merci. Je vais enchaîner simplement pour vous montrer quelques images sur la cité intelligente et après je parlais un peu des impacts de celle-ci. Rapidement, l'architecture telle que nous on l'a conçue, où se situent les géoservices parmi cette architecture. Donc au plus bas, à l'amont, c'est toute la captation. Au centre, c'est plutôt l'archivage. Et au plus on va vers le haut, c'est la restitution. Bien sûr, c'est au niveau de la restitution que se situent les géoservices qui seront ouverts aux entreprises à différents niveaux. Donc, si on illustre quelques flux de données qui sont à disposition, ici, vous avez la captation des traces d'usage des vélos. Quelques images aussi de monitoring. Ici, c'est le nombre de véhicules, le trafic, mis en corrélation avec un autre sujet qui est la place des parkings. Donc vous voyez souvent que la plus-value, c'est le croisement de données de sources différentes. C'est-à-dire que je vais croiser des données de météo, des données de trafic, des données de places de parking, et c'est là que l'idée de l'entreprise émerge pour faire une application. Donc il est très important que nous mettions en place des briques que les entreprises puissent se disposer dans un souci d'open innovation pour développer leur activité économique. Donc d'autres illustrations ici, ce sont les données de traitement réel de la station d'épuration Maera. Et ici, quelques exemples de disponibilité temps réel des stations vélo. Donc dans cette philosophie, il y a aussi la mise à disposition d'API. Voilà. Vous aurez la directrice de la mission Ville Intelligente qui sera disponible lors de la table ronde cet après-midi. Vous pourrez lui poser toutes les questions sur ce sujet. Juste avant, peut-être comment la métropole et qu'est-ce que la métropole a mis en œuvre pour évaluer la ville intelligente. Alors déjà, la ville intelligente, c'est plein de projets, c'est plein d'applications sur chacun des sujets. Donc c'est à voir au cas par cas. Mais l'avantage par rapport à un service SIG qui a une historique, etc., c'est que là, dès le moment où on s'ouvre, on a besoin d'évaluer et on la réfléchit un peu à l'amont. Donc je prends deux exemples. Je prends le cas de Hutt, et Madame Chantal Marion qui connaît bien pourra compléter. L'évaluation, elle est faite par un comité scientifique et technique qui suit en perpétuellement le projet. Donc Hutt, c'est deux étudiantes dans un logement connecté, très intelligent, dont le lieu est anonyme, qui sont monitorés, observés, avec bardés de capteurs. Donc on connaît leur déplacement, la géolocalisation dans l'appartement, on connaît les usages, la captation de leur pouls, etc. Enfin, vous pouvez compléter si oui, vous complètement. souhaitez. Ces deux étudiantes, ils étaient très nombreux à se présenter. Deux étudiantes qui ont été sélectionnées, qui sont dans un appartement. Ils ne sont pas filmés, d'accord ? Il y a uniquement des capteurs passés partout. C'est le rapport par rapport à l'objet. Par exemple, combien de fois elle va se servir de lait dans la journée, combien de fois elle prend la douche, combien de fois elle va allumer l'électricité, etc. C'est le rapport de l'homme à l'objet. Et c'est très important au niveau ergonomique. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. J'ai rien contre les urbanistes, attention, les promoteurs. Vous savez, des fois on fait des petits chemins de cheminement dans les immeubles, puis on se voit que les gens, en fait, ils traversent, ils coupent le gazon. Et on voit qu'un chemin a été créé par les gens qui habitent là parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le chemin qui tourne. Ça s'appelle de l'ergonomie. Donc, au niveau de l'urbanisme, c'est très important. Quand on fait un appartement, eh bien, il faut savoir combien de fois cette porte, on ne l'ouvre pas. Si on ne l'ouvre pas, ce n'est pas la peine de mettre une porte. Cette porte, on la fait. Vous savez, il y a des portes qu'on ne ferme jamais, on n'ouvre jamais dans un appartement. Par contre, il y en a qu'on ferme tout le temps. Donc ça s'appelle vraiment le rapport de l'homme à l'objet. Et en plus, ils ont, si vous voulez, des capteurs également au niveau de la santé.
C'est-à-dire, on va voir combien de fois, vous parlez du lait, parce que le lait, c'est bien, mais pas pour tout le monde, combien de fois elle mange tant de sucre, etc. Et sont suivis également avec des prises de sang par rapport à l'impact que ça peut avoir. Donc, c'est un projet interuniversitaire, je vous parlais d'écosystème tout à l'heure, interuniversitaire, dans lequel est inclus également des gens de la fac de droit pour l'éthique de traitement de la donnée open data. Et ça, c'est important. Et là-dessus, il y a 3 thésards, on ne l'a pas dit d'ailleurs. Au niveau de la cité intelligente, on a soutenu 2 thèses. Et au niveau de HUT, la métropole soutient également 3 thésards. Évidemment, un scientifique, un autre sur l'économie et un autre sur le droit, justement, au niveau des données open data. C'est un projet unique mondialement. Et c'est donc dans un appartement pour être retranscrit après, pourquoi pas dans un immeuble, et pourquoi pas après, justement, pour créer justement des habitations, bien vivre, bien respirer et bien se loger. Oui, pour compléter, nous finançons aussi une thèse un peu similaire, enfin, sur un autre axe, mais un peu similaire à celle qui vous a été présentée tout à l'heure, de Jade Guyon, de l'ex-laboratoire Lameta, sur l'impact de la ville intelligente sur la base et en partenariat privé-public sur ces sujets. Donc elle va soutenir sa thèse dans quelques mois. Un autre projet qui est intéressant où il y a des géoservices, c'est le projet Fabre in the City. Donc en quelque sorte, c'est la culture qui sort du musée Fabre, et qui va dans la rue avec toute une bande dessinée, la mise en scène d'un personnage historique de la ville qui nous fait découvrir la ville au sein d'un cheminement avec donc une carte ancienne, la carte de l'époque, et une carte récente aussi pour ne pas se perdre dans les rues, la possibilité de passer d'une carte à l'autre, et avec des capteurs d'une technologie qui s'appelle les beacons, qui sont à différents endroits de la ville et qui vous apportent une information augmentée à proximité de ce point-là. Là, c'est aussi notre façon d'apporter un géoservice aux citoyens pour l'aider, pour enrichir et puis pour faire découvrir la culture du territoire. Ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est qu'il est en cours d'évaluation, donc avec un partenariat avec les universités qui travaillent sur le numérique. On est en train d'évaluer l'impact de toute cette mesure Musée Fabre sur le citoyen. Est-ce que ça a mieux permis d'apprendre sur sa ville, etc. etc. Puis c'est une manière aussi d'intéresser les jeunes, c'est une manière ludique d'approcher la culture et de s'approprier aussi quelque chose auquel ils ne s'intéressent pas. En fait, dès qu'ils ont cet outil, ils s'intéressent parce que derrière, il y a une bande dessinée qui leur explique l'historique d'une œuvre, d'un tableau ou simplement d'un immeuble ancien dans lequel ils ont tout l'historique et le passé. Parce que finalement, quand on les intéresse au passé et à ce qu'il y a eu avant eux, on les intéresse énormément à leur avenir. Après, je pourrais citer des tas d'exemples d'applications où les jeux-services sont utiles et ont aidé au développement économique de l'entreprise. On a travaillé dans le cadre de Challenge numérique avec la société Machina Corpus sur une façon de découvrir Montpellier selon son humeur. Donc il y a des différentes humeurs. On peut avoir une humeur culturelle, ça va vous proposer un itinéraire. Vous pouvez avoir une humeur sportive. Là, nous, on a choisi une humeur, comment parcourir à Montpellier les endroits où il y avait le moins de bruit possible, en utilisant la carte de bruit derrière. Donc ça, c'est un exemple. En fait, là où on peut mesurer l'impact, et finalement, je ne sais pas si Madame Marion est d'accord avec moi aussi, c'est que quelque part, l'entreprise, quand on a pu l'aider à mettre en œuvre son idée, finalement, le véritable verdict, c'est qu'elle a pu se développer. Soit elle a disparu, soit elle s'est développée, et finalement, c'est ça qu'on peut mesurer au final. L'impact économique est très important, vous savez. Nous sommes une ville universitaire. Notre population, 50% à moins de 30 ans. Nous sommes la ville la plus cosmopolite de France grâce aux étudiants. Et donc, avant, cette matière grise partait à l'étranger. Le but, justement, c'est de leur donner la possibilité de rester sur leur territoire et de travailler. Et cette dynamique de cet écosystème, cette French Tech, nous permet justement de proposer aux pépites qui sont encore à l'université, je pense à Pépite LR ou à l'entrepreneuriat étudiant, de permettre de monter déjà leur projet économique de façon à pouvoir s'implanter sur leur métropole. Parce que très souvent, quand on est né quelque part ou quand on fait ses études quelque part, on n'a qu'une envie, c'est d'y rester. Donc il faut pouvoir vivre, travailler, donc se loger et travailler. C'est ce que les métropoles essaient de faire et ce genre d'application est propice à cela. Je
vous laisse le mot de la conclusion. Ah oui, on a été peut-être un peu long. Écoutez, en tout cas, je félicite l'organisation de ce séminaire. Je vous remercie d'avoir fait participer la métropole. Et sachez qu'on sera toujours présent quand vous le refaites. Je remercie les personnes de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des questions, je pense que c'est plus intéressant des fois d'en poser que de continuer à parler. Je vous remercie.